Mesdames et messieurs, bonjour. Elles sont une partie de nous, mais nous répugnent quand nous les voyons ou les sentons, ou même simplement quand nos idées vont vers elles. Les bouts de vidange sont de notre quotidien, mais restent un sérieux problème quant à leur gestion. Quand nos latrines se remplissent, quels sont les bons gestes à avoir? C'est la question au cœur de nos échanges qui passe sur le thème « Opération de vidange, les bons gestes du ménage ». Pour en parler, j'ai avec moi autour de cette table deux invités. D'abord, Zita Tometi, qui est spécialiste eau et assainissement et représentante sur ce plateau des consommateurs. Madame Tometi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. En face de vous et à ma gauche, Gabriel Toubada, il est ingénieur sanitaire et ingénieur en planification. Monsieur Toubada, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va rester dans une démarche un peu pédagogique pour ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on entend, puisque c'est un terme technique, qu'est-ce qu'on entend par bout de vidange, monsieur Toubada? Bout de vidange. Deux mots essentiels. Nous allons commencer par chercher à comprendre beaucoup plus ce qu'on appelle la boue. Dans une ville, ou bien dans une contrée, une agglomération, il n'y a pas d'égout. Il s'agit des excréments et les urines, des humains. Et ces excréments et urines constituent ce qu'on appelle les excrétas. Ces excrétas, dans la fosse, subissent des transformations sous l'effet de la chaleur, des insectes et des bactéries. Et c'est le produit final issu de cette transformation qu'on appelle la boue. Tout à l'heure, nous allons essayer de voir les différents types de boue. Tout à fait, on va y Mais arriver. Oui. le deuxième mot, Vidange. vidange, c'est l'opération qui consiste à débarrasser. Et dès que La fosse se la remplit. fosse se remplit des boues, on débrasse les fosses de ces boues. Et cette opération, on l'appelle la vidange. Et ceux qui s'en occupent, ce sont des professionnels qu'on appelle communément vidangeurs. Chez nous. Voilà. Madame Zita Tometi, vous avez un mot à ajouter à ces explications proposées par monsieur Toubada? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que monsieur Toubada a pratiquement tout dit. Il a expliqué, bout de vidange, la vidange. Je crois que c'est ce qui se fait. Et puis, s'il a dit, c'est un mélange d'excrétas. Excrétas, moi, en tant que consommateur, nous n'avons pas ce thème technique. Je dirais que c'est un mélange de caca. De caca, plus urine, plus des eaux. Quels sont les différents types de bouts de vidange qu'on a? Monsieur Toubada a commencé par l'évoquer tout à l'heure. Je vais lui donner la parole. La boue de vidange, quand nous prenons ce que nous rencontrons au Bénin, ici, nous avons deux types de boue. Il y a la boue fraîche, liquide, et que l'on rencontre à Cotonou, surtout dans les fosses étanches. Donc, ne permet pas l'infiltration, et ça fait que tout ce qui Comment ça se fait pour éviter l'infiltration? Ça veut dire que les parois sont bien voilà, cimentées? les ou parois comment ça sont se fait? bétonnées. Les parois et le fond de la fosse sont bétonnés et ça empêche l'infiltration. Pourquoi? Parce que la nappe phréatique est là, C'est très proche. très proche, affleurante. Et si on laisse ces boues s'infiltrer, la nappe phréatique est contaminée. Donc, la boue est une boue fraîche, liquide pratiquement. Alors que quand on sort de Cotonou et qu'on se dirige progressivement vers Calavi, Zé, Tofo, En remontant vers le nord du pays. Vers le nord du pays, et même à Porto-Novo, à Kétou et consorts, où le sol, la terre est stable, compacte, et au lieu de faire des latrines à fosse étanche, c'est des latrines sèches, septiques. Donc, les parois ne sont pas bétonnées ni le fond. Et ça permet l'infiltration des liquides. Et le produit qui reste est beaucoup plus compact que ce que l'on a à Cotonou. Et c'est là qu'on appelle la boue sèche. Donc, voilà les deux types de boue que nous avons. Boue liquide et boue sèche.
Et quels sont les risques? Parce que à un moment donné, justement, nos fours se remplissent. Il faut forcément les vider. C'est vrai que ça met du temps relativement. Mais quels sont les risques? Puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, lorsqu'on veut vraiment les vider, vous dites que c'est des professionnels, alors que, bon, d'habitude, les populations, ils vont même avec des sacs, enfin, des seaux et à la main. Et ce que nous devons conseiller à notre population, c'est de faire beaucoup attention avec ces déchets. C'est des déchets. Ça vient de nous, non? Pourquoi est-ce qu'on Ça vient de nous. devrait en Ça avoir? vient de nous, mais ce n'est plus des éléments avec qui on peut vivre. Il faut s'en éloigner. Il faut éviter le contact. Donc, les risques sanitaires sont nombreux. D'abord, quelle que soit la nature, et des bouts de vidange, et ces bouts renferment assez de germes. Et ces germes sont suffisamment dangereux pour la santé. Dans un premier temps, s'il y a injection ou bien contact de la peau de l'homme avec ces bouts, et ces bouts peuvent créer assez de maladies comme la diarrhée, les gastro-entériques, le choléra, les mycoses et beaucoup d'infections. Ensuite, ces bouts dégagent des gaz toxiques et peuvent être responsables de cas d'intoxication, à titre d'asphyxie. L'autre chose, telle qu'elle a dit, on retrouve dans ces bouts assez d'objets tranchants, Très pointus, divers, variés, tous. des tessons, un peu de tout. Et s'il y a contact, ça peut engendrer des cas de blessures et d'infections. Donc voilà, de façon ramassée, les risques sanitaires les plus importants. Il y a 3 risques. Donc, ce que j'ai dit, les maladies, la diarrhée, le gastro-entérique, le choléra, les mycoses et puis les infections. Maintenant, avec le gaz toxique que ça dégage, Il peut y avoir de l'asphyxie. Voilà. Et enfin, la présence de ces objets qu'on ne devait même pas voir. Qui peuvent provoquer des accidents. Voilà. Mais est-ce que les populations sont vraiment informées du danger avec lequel elles vivent au quotidien? Vous qui êtes leur représentante ici sur ce plateau. Les populations ne sont pas toujours informées. Elles ne sont pas toujours informées, sinon je me dis, elles ne peuvent pas adopter ces genres de gestes. Puisque nous savons, le spécialiste l'a dit, les bouts, ce sont des choses avec lesquelles nous ne devons pas vivre. Parce qu'on l'a déjà rejeté de l'organisme. Nous ne devons pas vivre avec ces bouts. Elles ne se rendent pas compte, malheureusement, elles ne se rendent malheureusement souvent pas compte du danger qu'elles courent. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer que des populations mettent des tessons de bouteilles, des couches, etc. dans ces fosses qui sont quand même destinées à accueillir des choses bien précises? Oui, je dirais simplement que ce n'est pas ignorance. Soit pas ignorance, soit pas défaut de matériel ou de l'incivisme. Je prends ça sous le coup de l'incivisme. Parce que vous rencontrez des personnes insoupçonnées qui posent certains gestes. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a de l'incivisme dans tout cela. Mais en amont, je crois que ces populations doivent être vraiment sensibilisées à ne plus adopter ces genres de gestes. Il y en a qui mettent des ordures, hein, ou si vous voulez, monsieur Tobada, qui mettent des charbons pour dire c'est pour un meilleur traitement, pour chasser l'odeur, pour chasser les insectes, les cancrelats par exemple. Est-ce que vous pensez que ce sont des gestes assez raisonnables et utiles dans ces cas précis? C'est des gestes à proscrire. Il faut que la population sache que ces déchets que nous rejetons de notre organisme et qui sont conservés dans une fosse, loin de tout contact. Je vous donne un exemple. La latrine dans une maison doit être au moins à 15 mètres de toute source d'eau potable. Je dis 15 mètres de toute source d'eau potable. Et la latrine ne doit jamais être en amont de l'eau, de la source d'eau. La latrine ne doit jamais être en amont et la source d'eau en aval. La contamination est rapide. Pour venir à votre préoccupation, et elle a dit quelque chose
que je veux exploiter, l'incivisme, l'ignorance. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, la population sait. Mais et c'est le fait qu'après avoir fait ses besoins dans cette fosse, il faut essuyer l'anal. L'objet utilisé pour essuyer l'anal, Généralement du le papier. plus approprié, c'est du papier. Pour que le papier végétal, dans la fosse, ça se décompose facilement. Pour que la vidange soit facile. Mais, aller prendre une petite somme pour aller acheter soit du papier hygiénique, ou bien ce papier, ou bien papier de ciment, les gens préfèrent utiliser des objets qu'ils trouvent autour d'eux. C'est ainsi qu'on retrouve les couches, comme elle a dit. Mais vous n'aviez rien dit au sujet de ces quantités de charbon que la population met dans... Et je vous dis, et je vais en venir là, que ce soit charbon, que ce soit le pétrole. Les gens utilisent le pétrole. Les gens utilisent les huiles de vidange. Les gens utilisent du crésil. C'est des éléments qui empêchent la décomposition. Parce que j'ai expliqué un peu plus haut, les excréments et les urines dans la fosse subissent des transformations. Ces éléments ajoutés empêchent cette transformation-là. Ils sont devenus, la boue de vidange est là. Sa transformation, et ça devient encore plus dangereux que si elle subissait des transformations. Donc, il faut qu'on demande à la population de savoir que ni l'huile de vidange, ni crésil, ni pétrole, ni charbon, tous ces éléments qu'on leur conseille qu'en mettant dedans l'odeur, il n'y a plus d'odeur, ou bien il n'y a plus de cafards, il n'y a plus d'insectes, c'est bel et bien faux. Madame Temeti, quand on est dans les villes comme Cotonou, comme Abomey-Calavi, à quelle fréquence devrait-on vider sa fosse? Cela dépend. Il n'y a pas une fréquence déterminée. Donc, lorsque vous êtes dans une ville comme Cotonou, où la nappe affleure le sol, et dans un ménage où il y a beaucoup d'utilisateurs, ils sont amenés à vidanger leur latrine une fois par an. D'autres vont jusqu'à vidanger 2 fois dans la même année. Dans la même année? Oui, dans la même année. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Toubara. Quand est-ce que précisément les ménages doivent-ils vider leurs fosses? Quand on constate qu'il y a des éclaboussures, des insectes qui apparaissent sur la dalle, ou bien l'odeur est devenue fréquente, il faut vidanger. Ouais. Ensuite, l'autre chose qu'on peut demander à la population, c'est que lorsque l'on constate à Cotonou, par exemple, ça c'est un cas fréquent à Cotonou, on constate que la fosse est remplie aux 2/3, il faut vidanger. Mais quand on évolue dans les endroits où le sol est contact, solide, stable, et c'est la hauteur, c'est-à-dire la profondeur de la fosse qui détermine. Mais à qui est-ce que la population s'adresse? Vous avez commencé par évoquer les professionnels. C'est qui les professionnels? Les professionnels, c'est ceux-là qu'on appelle les vidangeurs professionnels de vidange. C'est quoi? C'est les gens qui sont équipés, donc ils ont des équipements, et ils sont formés pour. Donc, ceux-là, ils existent, et ils ont des camions, et ils sont un peu partout. Personne, aucune population, aucun ménage ne peut dire que le ménage a besoin de vidanger, il n'a pas trouvé. Oui, mais on voit souvent des professionnels avec des camions braque-ballants, difficiles, tout sautant sur la route, etc. Ouais. Est-ce qu'il faut faire attention à tout cela avant de les appeler? Non, il faut les appeler. Et le ménage qui a appelé ce service a des actions à mener pour savoir si le travail qu'il a demandé aux vidangeurs est un travail bien fait. Dans un premier temps, il faut qu'il avertisse le vidangeur à temps avant que la fosse se remplisse jusqu'à un niveau donné. Madame Temeti, vous
vous qui êtes représentante des consommateurs, est-ce qu'il arrive que les consommateurs ne soient pas satisfaits des prestations de ces professionnels? Bien sûr. Quels sont les reproches qu'elles leur font? Il arrive, ces cas se présentent, les reproches, parfois, les populations estiment que le camion que le vidangeur a amené n'est pas vide avant que l'opération de vidange ne se fasse. Il arrive aussi des fois où le vidangeur même, au cours de son travail, arrête le service parce qu'il estime qu'il y a trop de déchets solides dans la fosse. Et là, ça amène des incompréhensions. Donc, voilà quelques incompréhensions qui surgissent lors de l'opération de vidange. Quel doit être le comportement des populations pendant l'opération quand ça commence? Oui, quand ça, d'ailleurs, je vais reculer un peu. Avant même que l'opération ne commence, le ménage qui invite le vidangeur, à mon humble avis, doit vérifier que la jauge, doit vérifier le niveau de la jauge pour attester que le camion est vraiment vide. Maintenant, en tant que ménage, on doit débarrasser l'asset vers la latrine pour faciliter l'opération de vidange. Et aussi, nous, en tant que consommateurs, nous devons vérifier que celui qui est venu pour faire l'opération, qu'il ne soit pas une source de contamination, qu'il soit vraiment équipé. Nous avons l'obligation de vérifier tout cela. Être équipé, c'est quoi? C'est porter des gants? Oui, porter, oui. Qu'est-ce que c'est? Et nous les appelle généralement des épis, les équipements de protection individuelle. Gants, l'accoutrement, tout l'accoutrement qu'ils mettent. Ils doivent mettre tout cela, les bottes, ils doivent mettre tous ces accoutrements. Et aussi, il y a quelque chose qui amène parfois des incompréhensions, le règlement des factures. Nous avons l'obligation, en tant que consommateur, en tant que ménage, de régler la facture après l'opération de vidange. Et nous devons aussi exiger un bordereau de vidange auprès de l'opérateur. C'est important? C'est important. C'est ça qui atteste que l'opérateur a fait son travail. C'est important. Ou à défaut, une facture attestant qu'il est venu vraiment accomplir son service. Monsieur Tobada, oui. Et aussi, si vous le permettez, il faudrait aussi que l'opérateur puisse mettre les lieux au propre avant de partir. Comment? Mais après l'opération, c'est tellement qu'il y a peut-être de la boue, de l'eau. L'opérateur doit normalement tout nettoyer. Ce n'est pas au propriétaire de la maison de... Non, mais c'est à l'opérateur, puisque c'est lui qui a mis le désordre là, il doit pouvoir nettoyer cela avant de partir. Ah, ça, c'est mon humble avis. Oui, monsieur Tobada, je parlais du comportement des ménages, que les ménages doivent avoir, justement, pendant l'opération. Madame Tometi a déjà mis l'accent sur les préalables en attendant que l'opération commence. Mais quand l'opération a commencé, quelle doit être l'attitude des ménages afin d'éviter les contaminations, afin d'éviter les éventuels problèmes? Déjà, elle a parlé de l'EPI, l'équipement de protection individuelle. Ce n'est pas le ménage qui a porté, c'est les vidangeurs qui ont porté. Donc, dès que l'opération est terminée, il revient au vidangeur dans cette protection-là, de remettre les lieux au propre. Le ménage doit pouvoir prêter attention à tout ce qui se passe pour qu'après le départ, il n'y ait pas de plainte. Et le ménage doit être disponible, se rendre disponible pour répondre à toutes les questions que le vidangeur, au cours du travail, lui posera pour lui faciliter la tâche. Et l'autre chose que je voudrais ajouter est que le ménage doit aider. Comment? Si éventuellement le problème de déchets solides se posait et que les vidangeurs arrêtent l'opération, il revient au ménage d'apporter de l'eau pour permettre aux vidangeurs de verser dans la fosse pour que, à bout, ces déchets solides
puisse à un moment donné, voilà, pour pouvoir permettre voilà, pour traverser le tuyau pour se retrouver dans le camion. Donc, c'est une opération au cours de laquelle les deux parties doivent s'entendre pour que l'opération soit bien menée, pour le bien-être des ménages. Mais là, c'est quand on est en face de latrines bien modernes, bien travaillées, etc., Voilà. conditionnées et tout et tout. Ouais. Il y a de vieilles fosses qui parfois sont fissurées, qui laissent échapper parfois le contenu à travers la terre. Comment est-ce qu'on gère ça, selon vous? Et certains pensent que on peut réfectionner les fissures, tout ça là. C'est un risque. Parce que c'est une fosse. Et quand il y a fissuration, c'est pas là où la fissuration est apparue qu'il faut aller chercher à régler. Il faut aller voir pourquoi, par où c'est ça a commencé. Donc, pour tout régler, il faut détruire cette fosse-là et aller construire ailleurs. Là, c'est plus sécurisant pour ne pas se voilà. C'est beaucoup de sous, mais c'est la sécurité. Imaginez que vous vous retrouvez dans la fosse, ce que vous allez dépenser. La vie, c'est la vie. Hein. Donc, entre la vie et la dépense, il faut bien choisir. Bon, voilà. Madame Zita Tometi, un mot rapidement sur la question des vieilles fosses et des fosses fissurées. Je crois que M. Tobala l'a dit, hein. C'est vrai, le réflexe du ménage, on a tendance à appeler le petit maçon à côté pour pouvoir essayer de fermer les fissures. Mais je me dis, en tant que consommateur, que même si cette opération devrait se faire, il faut se référer aux professionnels du métier. Le professionnel du métier a la possibilité, a toutes les compétences de nous dire, oui, cette latrine peut être réhabilitée. Et il a également la compétence pour nous dire, attention, à voir le niveau de dégradation, il vaut mieux abandonner la latrine et réaliser une autre latrine. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle que nous avons discuté autour du thème opération de vidange, les bons gestes du ménage. Eh ben, autour de cette table, il y avait d'abord Zita Tometi, spécialiste en eau et assainissement, représentante des consommateurs sur ce plateau. Merci d'être passée, Madame Tometi. En face de vous, Gabriel Tobada, ingénieur sanitaire et ingénieur en planification. Monsieur Tobada, merci pour les explications. C'est à moi. C'est à moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous retrouve plus tard. Les gars, on ne peut plus continuer. Il y a trop de déchets solides dans cette histoire-là. On désosse. On bouge. On ne peut plus continuer. Vous ne bougez pas de là. Hein. C'est toujours la même chose que vous faites partout. Vous ne finissez jamais de vider les WC et vous disparaissez. Mais avec moi, vous allez tout vider, sinon je ne vous paye pas. Parions. Papa, oui, vous allez trop payer. Et vous allez nous payer entièrement. Tu blagues. Mais tout ceci, c'est de votre faute. Hein? Oui. Vous remplissez vos WC avec toutes sortes de déchets solides. Piles, plastiques, couches jetables, je ne sais quoi encore. Hein? Même les condoms. Ouais, qui bouchent nos matériels et bloquent la vidange. Ce genre de comportement vous fera payer encore plus cher. Vous allez nous payer la vidange actuelle. Nous irons réparer notre matériel. Mais pour venir faire la vidange, vous allez nous payer une deuxième fois encore. Et c'est vous qui perdez. Maintenant, ces déchets solides dont vous parlez là, si on ne les jette pas dans les latrines là, on va les déposer où? Papa, mais dans la poubelle.